Bonjour à tous et bienvenue dans le 3e épisode avec la langue. Aujourd'hui, nous allons nous immerger dans l'écriture de Léa Rivière, autrice de L'odeur des pierres mouillées, sortie l'été dernier aux éditions du Commun. Dans cet épisode, elle nous guidera entre lesbienne géologique et doula déménageuse sur le chemin du deuil comme savoir et du devenir forêt du monde. Emportant avec nous l'odeur des cailloux qui bordent la rivière, nous allons explorer tout ce qu'on peut faire avec la langue. Bonjour Léa, bienvenue dans cette émission. Salut. C'est une émission un peu spéciale parce que tu m'as invité à te rejoindre là où tu vis, au sud du Massif central. Et c'est déjà un programme en soi que de quitter le réseau des grandes villes pour aller rejoindre un village au milieu de ce qu'on appelle la nature. Est-ce que tu peux nous parler du village tel que tu l'imagines dans Amour municipal ? Ça commence direct, quoi. Ouais, ça commence un peu cash, j'avoue, c'est vrai. Le village, pour moi, c'est cette chose de se voisiner. Enfin, pour moi, un village avec des trans, avec des queers, enfin, c'est une chose absolument évidente. Et en même temps, c'est tout un processus pour en arriver là, j'ai l'impression. Ce que je connais, les exemples un peu dans l'histoire queer, de queer qui plutôt sont organisés en dehors des villes, souvent, c'est sous la forme de communes ou de gros collectifs un peu isolés du monde, etc. J'ai très très peu d'exemples de queers qui font partie des villages, en fait. Oui, parce que là, tu es dans une maison avec 5 queers, mais au milieu d'un village, et vous essayez de vivre ensemble, de faire partie de ce village. Oui, bah en fait, on n'essaye pas. Par définition, on habite là. Une des caractéristiques du village que j'imagine, c'est justement une chose que j'appelle l'accès à la solitude. La solitude que je définis comme une chose qui s'oppose à l'isolement. Pour que la solitude soit opposée à l'isolement, la solitude doit être une pratique collective. Et du coup, c'est la question des interdépendances. Pour moi, le village, c'est ça que ça fabrique et c'est ça que je vais chercher. Donc, un accès à la solitude, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai envie de vivre toute seule. Mais en fait, vivre seule sans être isolée, ça veut dire voisiner. Ça veut dire qu'à tout moment, pouvoir retrouver des gens que j'aime. Et donc ça, pour moi, il n'y a que dans le village que je peux trouver cet accès-là. Parce que pour tout un tas d'autres raisons, la ville, ça ne fonctionne pas pour moi. Une bonne vie rurale, ça veut dire ne pas être seul ou ne pas être un trop petit nombre. Enfin, il y a une histoire de masse critique. Mais il y a aussi, du coup, tout un tas de choses. Enfin, avoir accès à une sexualité quand on est queer, avoir accès à des soins, par exemple. Enfin, il y a tout un tas de choses. Amour municipal, tu l'as écrit avant de pouvoir faire cette expérience dans la vraie vie du village, ou est-ce que c'est arrivé en même temps, ou est-ce que c'est un retour sur expérience presque ? C'est un peu des trois. Ok. C'est sûr que quand j'écris, il y a toujours un peu l'endroit un peu de manifestation, de spéculation dans un sens de manifestation. C'est-à-dire, j'écris pour pouvoir faire advenir, quoi. Pour pouvoir devenir, pour pouvoir caractériser ce que je suis en train de devenir, pour pouvoir un peu avoir cette notion de s'orienter de lancer des lignes comme ça. Et tu disais que c'est tout un processus de s'installer et de faire village. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples ? C'est aussi défaire tout un tas de présupposés. Enfin, c'est aussi un travail à l'endroit des systèmes nerveux, de comment on fabrique de la sécurité dans la similarité, alors qu'il y a beaucoup de paradoxes là-dedans. Donc du coup, le village, pour moi, c'est aussi un processus de retrouver de la sécurité
dans une territorialisation de la notion de communauté, plutôt que de la penser à partir des identités, comme c'est traditionnellement beaucoup le cas dans le milieu, par exemple, transpédéguine. Ouais, donc c'est déjà juste ça, en fait, que la notion de habiter, c'est une notion hyper qui a été beaucoup développée par les écoféministes, par exemple. Habiter, faire partie, être en relation avec tout un tas de choses, de gens qui sont là et avec qui il y a des proximités extrêmement variables. Enfin, le truc du voisinage, quoi, et le truc de s'ancrer dans un endroit. Peut-être un truc quand même important à dire, c'est que on nous regarde très très bien ici. Je sais pas comment dire, genre on est 5 trans à débarquer et à vivre ici, mais tout va bien. Enfin, les gens sont des amours. Je pense que c'est hyper facile depuis la ville. Enfin, j'entends très souvent cette idée que à la campagne, ça va être l'enfer. Enfin, mais en fait, c'est beaucoup plus épuisant en termes d'interaction dans la ville que dans un endroit où en fait tu revois toujours les mêmes gens. Peut-être que du coup, on va écouter un extrait d'Amour municipal. C'est la dernière partie de L'odeur des pierres mouillées. Et tu peux nous lire et puis après Yes. on parlera. Alors. Le village, c'est le nom d'un milieu qui rend capable de penser des communs gorgés d'un commun. C'est l'opposé du séparatisme et l'opposé de l'assimilationnisme en même temps. Léo dit « Tu pourrais être une infiltrée appelliste, toi ». Lila rit « On n'est pas du même lobby, darling ». Léo reprend « Oui, toi, c'est pas pareil, tu veux transformer le lobby trans en lobby qui incite seulement les gens à admettre que les villages de ce pays charmant n'ont jamais été réservés aux blanches et aux hétéros ». Lila répond « Et c'est toi la présidente ». Elle continue « En tout cas, je crois que c'est beaucoup plus transparent qu'une infiltration, ce besoin de faire partie des villages. C'est réclamer une place tranquillement et sûrement, qu'on soit né campagnard ou pas, sans faire semblant de jouer un jeu qu'on n'a pas choisi, ou plutôt qu'on a choisi de ne jamais choisir, tout en proposant d'en rediscuter les termes ensemble pour tenter de se souvenir qu'on a toujours été là, et que l'idée qu'on débarque tout d'un coup est un effet d'optique qui mérite sa propre forme de réalité comme tous les mirages. C'est l'inverse d'une assimilation parce que tout l'enjeu c'est d'être différente avec, de diverger en relation ouvertement, curieusement. C'est tellement ennuyeux cette tactique de se séparer pour dévier tranquille entre nous, c'est tellement moins sexy, ça frotte pas. Ça fuit la friction pour surtout rien inventer. Ça se purifie pour mieux s'asphyxier. Et puis concrètement ça n'existe pas. Matériellement, il n'y a pas de différence possible sans relation. Il n'y a pas de queer sans non-queer. Évidemment que queer devient une identité si on croit que c'est une chose qui existe par elle-même. Je ne suis pas sûr qu'on gagne grand-chose à transformer des monstres en fantômes. Les savoirs spécifiquement fabriqués par les expériences minoritaires n'ont de valeur que si tous les gens qui en ont besoin ont accès à la possibilité de comprendre qu'ils en dépendent. Bien sûr que tout le monde a besoin des savoirs queer et que chacune mérite de finir par comprendre qu'elle en dépend. Et bien sûr que les queers ont besoin d'être inévitables. C'est pas une histoire d'ego, c'est une histoire d'amour. L'amour des monstres, le génie de l'amour monstre. C'est un tel gâchis, une telle malhonnêteté, tous ces bails de transitionner contre le monde, d'être ensemble parce qu'on est rejeté ensemble, la communauté du trauma, là, le compagnonnage du diagnostic écumant, la victimisation comme projet de vie. Bitch, you just need your mommy to love and need you. Le jour où on accepte de choisir autre chose que la guéguerre des antis contre les vendus, on aura enfin un truc à faire collectivement plutôt que de se battre contre les murs invisibles jusqu'au dernier souffle, comme preuve douteuse qu'on existe vraiment. En attendant, rendre le monde capable de nous trouver irrémédiablement nécessaires, ça commence par en accepter pleinement les conséquences pour nous autres. Fini le trauma dumping festival, les chouchous. Va falloir se taper les aventures non innocentes des interdépendances. Va falloir recommencer à exceller dans les arts de l'influence. Et je parle pas des Instagrammeuses. Léo s'allonge dans le lit et dit « Girl, tu vas finir par t'attirer des problèmes à vouloir tout traditionnaliser par le milieu. » Léla se blottit contre elle en murmurant « C'est vrai. C'est vrai que j'ai un sens très atmosphérique du respect. » Pendant un moment, Léo et Lila écoutent les plis de la matière, recroquevillés et étendus l'une dans l'autre, comme les reliefs d'une énorme oreille en forme de cordillère, avec les vallées, les plateaux et les crêtes, les dikes basaltiques et cireux, les fosses, les volcans, les récifs.
On entend des gens appeler des chiens au loin. Plusieurs noms de chiens se succèdent, se dépassent, se superposent. L'après-midi a l'air d'hésiter entre laisser l'été s'étaler et diffuser des désirs d'automne dans les pierres des maisons. Alors, ton écriture, elle est poétique et on sent pourtant qu'elle est nourrie d'écrits plus théoriques, de philosophie et de pensée critique. Qu'est-ce que la poésie, ça permet pour aborder ces thématiques politiques, du coup? Utiliser la fiction et utiliser la poésie, enfin, c'est déjà une technologie que je pourrais appeler une arme molle, en fait, la poésie en soi. Pendant longtemps, j'ai un peu eu une période de drag académique où moi, j'ai pas fait de master, de machin, mais ça m'amusait d'écrire sur la mode académique. Ah, c'est ça que tu appelles drague académique, c'est que tu performes l'académisme? Oui, voilà. Ok. Et c'est un ton, en fait, qui est assez, oui, proche de celui parfois, qu'on appelle celui des militantes. Mais qui, enfin, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui fonctionne pas du tout dans la manière dont, comment dire, j'avais été tellement attristé par le fait de partager notamment un texte qui s'appelle Danser est un service écosystémique et être trans aussi, qui était vraiment ce truc de drag académique et en fait c'était un ton, comment dire, genre, il y avait vraiment cette notion de dénonciation ou de se battre un peu contre un truc. Ok. Et je me suis rendu compte que tant que je faisais ça, j'entretenais la chose dont je voulais me débarrasser vraiment, littéralement. Ok. Et du coup, j'ai vraiment eu besoin d'écrire à partir du monde que j'étais en train de manifester, dans ses propres termes. Si je décris quelque chose que j'ai besoin de faire advenir dans les termes de ce dont je veux me débarrasser, j'aurai jamais le vocabulaire. C'est aussi ce que Audre Lorde dit avec le truc de les outils du maître ne démantèleront jamais la maison du maître. J'aurais littéralement jamais la possibilité d'articuler de manière juste et sensée et située et sensible ce dont je parle, si j'en parle à partir d'un endroit qui n'est pas lui. Et donc du coup, il n'y a pas de solution sans fiction et sans poésie. Et à cet endroit-là, je mets la fiction et la poésie ensemble parce que la fiction et la poésie ont ça de commun que c'est une technologie qu'on connaît bien avec la science-fiction, mais en fait, toute fiction et toute poésie est une forme de science-fiction dans ce sens-là. Je m'équipe, je deviens capable de fabriquer les mots pour décrire ce qui a fabriqué même ces mots-là. Tu vois. Il n'y a que comme ça qu'on change le monde, en ayant déjà changé. Si on croit qu'on change le monde en disant « il faut changer », c'est la seule manière pour ne pas changer le monde. C'est dingue, parce que le monde est par définition change. Une chose qui change, Octavia Butler, quoi. Genre, il y a pas de... La seule vérité durable, c'est le changement. C'est si dur de ne pas changer, mais je trouve que c'est une des rares technologies qui empêche le changement, c'est de faire comme si on le réclamait à partir de termes qui lui sont étrangers, en fait. Trop bien, trop intéressant. Et du coup, est-ce que t'en as d'autres, des armes molles comme ça? Est-ce que tu as une armurerie ici dans la maison avec des armes molles? C'est drôle parce que la cheminée derrière moi, ouais. elle a 2 armes secrètes, mais qui sont pas molles du tout. Ah. Mais c'est drôle parce que aussi hier après-midi, j'étais en visio avec mon ami Yuri Johnson qui me proposait de choisir un couteau dans une très grande collection de couteaux qu'il a. Et il fabrique ce qu'il appelle des anti-poignards. Il fabrique des couteaux... il modifie des couteaux. Ok. Et là, il proposait à plein d'amis à lui de choisir un couteau qu'il va transformer et exposer, puis donner. Donc du coup, j'ai pensé à ça. Je ne l'ai pas encore avec moi, mais en fait, je l'ai déjà un peu avec moi, puisque hier, je l'ai choisi. Ok. Et il fallait mettre une intention. Et en fait, j'ai choisi parmi 50 couteaux, et j'en ai choisi un avec un petit pansement sur le manche. Parce que je me rendais compte que... Pour moi, l'anti-poignard, c'est un pansement prophylactique.
c'est à ça que je pensais. Ok. Dans le sens où c'est comme un talisman. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Je sais pas, c'est peut-être pas très intéressant. Si. Mais Ça l'est. Après, j'ai hâte de savoir quelles sont les armes dans la cheminée. ah oui. Bah, en fait, tu vois, ces deux petits trucs là. Ouais. En gros, si tu les tires, c'est des pics en fait qui servent à. Ah, à attiser le feu. Ouais. Mais en Ok. fait, ça fait vraiment arme. C'est hyper beau. Ok. Mais oui, bah des armes molles. Justement, j'ai pas du tout une armurerie dans le sens que j'ai pas une liste de choses qui sont des armes molles. Pour moi, penser à partir des armes molles, c'est plutôt une méthode. J'aime bien avoir des méthodes. Et ce que j'appelle des méthodes, c'est aussi toujours des techniques d'improvisation, en fait. Comme quand on danse, c'est des sortes de réflexes qu'on s'apprend, d'une certaine manière. Ouais, c'est très somatique comme compréhension de la méthode, mais c'est donc tout a vocation à devenir une arme molle. Enfin, en tout cas, quand je vois bien que quand je suis très en colère et que j'ai envie de dénoncer quelque chose, Ouais. il va falloir fabriquer l'arme molle qui va permettre de ne pas la dénoncer, mais de devenir capable de co-fabriquer la situation qui va la transformer. Ok. Cette chose que j'ai envie de dénoncer. Et ce texte tout entier, il prend la forme d'un dialogue entre Léo et Lila. Une sorte de discussion continue, entrecoupée par des moments charnels, qui sont pas entièrement décrits, ces moments-là, mais dans lesquels les personnages tombent ou desquels elles se réveillent. Qu'est-ce que la forme du dialogue t'a permis de créer dans l'écriture? Pour moi, la conversation, c'est vraiment une technologie qui est une chose que je chéris, en tout cas depuis très très longtemps. Et c'est vraiment la manière dont ça m'intéresse de fabriquer des savoirs. Notamment aussi dans la répétition, avoir des conversations, avoir presque les mêmes conversations avec plusieurs personnes différentes, mais qui sont toujours qui varient à chaque fois. Et dans ces variations, vraiment, il y a vraiment la fabrique de tout un tas de savoirs. Notamment avec la notion de risque, pour moi, la conversation, c'est vraiment un endroit où on peut prendre le risque de fabriquer des savoirs et d'être fabriqué par eux. C'est de l'improvisation, encore une fois. Commencer une phrase sans savoir où elle va, c'est ça que j'appelle un risque. Et c'est une chose indispensable pour fabriquer des savoirs, puisque ça m'oblige à être en relation avec ce qui se passe maintenant et ici, avec toi, avec l'état dans lequel je suis, avec le moment, avec la pièce, avec les choses qui sont là. Et du coup, oui, là, c'était un peu là une question que je me suis posée de comment est-ce que ça pourrait marcher puisque en fait, dans le fait d'écrire, il y a la notion de risque, elle se décale beaucoup quand même. Et parfois, j'ai l'impression que je perds la possibilité de vraiment pouvoir prendre ce risque-là que je viens d'écrire, qui est le risque de la conversation, de se jeter dans une chose et de devoir faire, de ne pas avoir le choix de faire de se rattraper aux branches littéralement. Donc les branches, tu peux pas, quand tu te rattrapes aux branches d'un arbre, elles sont leur pattern est absolument unique puisque c'est cet arbre-là. Enfin, tu pouvais pas le prévoir. Alors, et donc, du coup, comment ressusciter ce type de terrain dans l'écriture, alors que, évidemment, c'est une chose qui est travaillée, retravaillée, retravaillée, retravaillée. Et du coup, le refabriquer une conversation, c'était juste une manière de pouvoir faire ça, aller chercher cet endroit-là, de fabriquer des savoirs de manière relationnelle, et du coup, avec aussi, évidemment, des désaccords, et pas des désaccords dans un truc un peu socratique de genre ah mais non c'est plutôt comme ça mais de vraiment être de pouvoir mettre en scène ces désaccords comme étant des formes de vérité que le désaccord même est la situation et ce qui importe est le savoir et pas quelqu'un qui a plus de savoir que l'autre ou je sais pas quoi. Mais donc du coup il y a des caractères dans ces deux personnages. Et c'est leur relation qui fabrique des savoirs qui m'intéressent. Ouais. Oui, parce qu'à un moment, il va y avoir soit Léo, soit Lila qui va un peu s'emballer dans une certaine forme. Enfin, je sais pas si on peut dire radicalité. Enfin, en tout cas, venir dire quelque chose qui peut sembler radical. Et puis, d'un seul coup, il va y avoir l'autre personne qui lui fait un peu une blague, enfin, qui vient un peu matiner d'humour et de complicité. Cette phrase qui vient pas du coup la contredire, mais qui vient aussi lui apporter peut-être des nuances ou juste entrevoir que c'est vrai, mais autre chose est vrai aussi. Enfin, ça fonctionne pas mal comme ça, ce dialogue. Sûr.
Oui, et pour le coup, c'est justement aussi ça, c'est l'endroit, tu parlais d'intimité tout à l'heure. Oui, un dialogue, c'est une manière de pouvoir aussi, enfin en tout cas la proposition là, c'est de pouvoir penser le fait de fabriquer des savoirs comme une chose extrêmement intime en fait. Intime pas dans le sens privé, au contraire, mais dans le sens relationnel, dans le sens de se toucher. Enfin, les savoirs, c'est des choses qui rentrent en contact. C'est du toucher, quoi. Et donc, du coup, forcément, le fait qu'il y ait des moments de sexualité ou des moments plus silencieux au milieu, c'est aussi une manière de sentir et faire sentir à quel point les savoirs, ils sont fabriqués et ils sont formés par ce continuum de moments où on se parle et de moments où on se parle pas. Et souvent, je remarque dans ma vie que ces savoirs-là, ils arrivent plutôt malgré les mots que grâce à eux. Il faut pouvoir prononcer des mots qui se savent un peu inadéquats aussi, ou un peu essayants, et surtout qui finissent par se savoir pas sans trop et pas si important. Ce que tu me dis, ça me fait penser au fait que on est dans cette chambre et toutes ces choses sont dites, mais on laisse entrer aussi le nom des chiens qui passent dans la rue d'à côté et du coup la vie du village. Ça m'a fait repenser à ça aussi, quand tu disais au toucher des choses, être au contact des choses et même laisser les choses de l'extérieur venir nous toucher. Ouais. Ben ouais, écouter, c'est une si belle forme de toucher et de se laisser toucher. Oui. Et ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de monde sans écouter. Oui, et dans un livre, dans le fait d'écrire, comment est-ce qu'on écrit des oreilles? Enfin, la poésie, peut-être, c'est un peu cet endroit-là. La poésie, elle sait qu'elle utilise des mots pour pouvoir s'en débarrasser, quoi. Léo et Lila, elles se permettent d'aller assez loin dans la critique de ce qui constitue présentement nos références communes queer et féministes. Par exemple, il y a cette phrase que prononce Lila. « Je suis fatiguée de voir remplacer les carcans identitaires par des projets de désidentification hors sol ou de sortie triomphante de l'hétérosexualité. Il y a quoi après? Le paradis? Peut-être à un moment, on pourra arrêter de se branler sur des dialectiques libertaires en carton et commencer à s'organiser comme les forêts, quoi. » Bah, elles s'organisent comment, les forêts? Trop bonne question, faudrait lui demander. Hein. On va aller leur demander tout à l'heure, ok? Comment elles s'organisent les forêts? Oh my god. C'est pour ça que c'est pas un texte théorique. C'est parce que j'ai pas de réponse à ça. Enfin, c'est Lila qui la pose, la question. Et elle me la pose aussi à moi. Et c'est une question à poser, comme tu dis, à la forêt. Tu parles de relations, tu écris synonyme d'histoire et matière du monde. Ici, les lectrices sont comme propulsées au milieu de cette relation entre deux personnes qui articulent ensemble de la pensée tout en étant intimes, joueuses et amoureuses. Est-ce que tu voulais spécifiquement explorer cette figure des amoureuses? Ouais, je pense que c'est très important pour moi, être amoureuse, parce que c'est l'endroit qui fabrique des savoirs. Enfin, je suis très intéressée par qu'est-ce que c'est que de changer dans le sens, dans le double sens du terme. J'aime bien tous ces verbes en français qui ont ce double sens, comme guérir. Il y a les deux significations à l'intérieur du verbe. C'est aussi Octavia Butler. Everything you touch, you change. Everything you touch changes you. Donc oui, du coup, j'aime beaucoup être à l'étude de ce qui me change, ce que je change. Et donc, par exemple, être amoureuse, pour moi, c'est vraiment une manière d'être à l'étude de ça, puisque, comme plein d'autres formes de transe, c'est quelque chose qui consiste à se laisser devenir autre chose, se laisser fabriquer une chimie qui va changer la manière dont je perçois les choses autour de moi, dont je touche, dont je sens, dont j'entends. Oui, ce que j'aime dans cette relation entre se laisser changer et s'occuper de changer, c'est ce que j'appelle, ce dont il est question là dans Amour municipal aussi, l'art des influences, c'est-à-dire l'art d'influencer et d'être influencé. Être amoureuse, c'est vraiment un des grands tropes de cette pratique. J'aime bien aussi beaucoup parler de réduction des risques en matière de toute forme de modification chimique.
que je me propose. Et donc, et tomber amoureuse, pour moi, c'en est une extrêmement intense. Et donc, du coup... Modification chimique, tu veux dire? Ouais. Et donc, du coup, j'ai besoin j'ai besoin d'être capable de comprendre que à partir du moment où je me laisse accéder à cette modification, tous les choix que je vais faire vont être modifiés, informés, fabriqués par cette chose que je serais devenu. Et donc, comment je m'équipe, en fait? Comment je fais pas les choses n'importe comment? Okay. Et ça, c'est faire de la politique aussi. Enfin, c'est juste... Donc, évidemment que tomber amoureuse, c'est le meilleur training pour être une social justice warrior ever, tu vois. Pour changer le monde et pour faire la révolution. Okay. Mais c'est pas du tout une métaphore. Dans le sens où c'est être à l'étude de comment on est fabriqué, comment changer le monde me change et comment changer change le monde. Comment me laisser être changé par le monde est une manière de changer le monde, etc. Et après, c'est des rapports d'échelle. Mais en fait, si on fait déjà n'importe quoi à cette échelle de tomber amoureuse, comment on s'en sort après dans la révolution? Et comment on fait alors pour pas faire n'importe quoi quand on tombe amoureuse? Ah ben non, on fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi. Moi, je dis, c'est parce que je suis Elila et Léo constamment et beaucoup d'autres, donc je dis des choses très conservatrices comme il faut pas faire n'importe quoi, et puis juste après je dis mais bien sûr qu'il faut faire n'importe quoi. En tout cas, il faut. C'est un tâtonnement en fait. Donc. Quand tu parles de réduction des risques, du coup, moi je visualise, tu sais, les tables à l'entrée des boîtes de nuit où tu peux avoir des prospectus et tout ça. Bien sûr, ouais. Donc il faudrait un peu la même chose à l'entrée des endroits où on tombe amoureuse. Ouais. Des tables avec des flyers. Bah ouais, c'est un peu un flyer. Hein. Mon livre, c'est clairement un flyer. C'est un flyer de réduction des risques quand on tombe amoureuse. Okay. Oui. En tout cas, pour moi, il y a tout l'aspect de fétichisation de la romance et de pas oublier que c'est vraiment du BDSM. Faire l'exercice de dénaturaliser et de BDSMiser tout un tas de choses, c'est la table avec les flyers, quoi. Tu veux dire que dans une espèce de pensée commune, tomber amoureuse, c'est naturel, c'est ça? Oui. Et qu'il faut dénaturaliser ça et le concevoir. À un moment donné, tu parles de kink, par exemple, du couple comme étant un kink, comme un autre. Bah ouais. Okay. oui, en fait, il y a rien qui est naturel, donc c'est le dénaturaliser. Tu peux passer ton temps à le faire, c'est rigolo. Et c'est une pratique queer dans le sens c'est une pratique de celles qui ont appris qu'elles ne l'étaient pas naturelles et qui du coup sont tranquilles. Ok. Alors parmi les sujets qu'elles abordent, il y a celui du deuil. Dans les toutes premières pages de ton livre, tu écris « Elles ont remplacé les deadlines par des Circles of the Dead. Quand c'est le moment, elles forment un cercle et elles invitent leurs mortes pour les histoires. Elles en avaient assez des fins coupantes. » Plus loin, alors que Léo et Lila discutent de l'idée de rôle, Lila dit « Je vois pas bien comment je pourrais être trans sans m'occuper des mortes. » Et s'ensuit une discussion sur les death doulas, ces personnes dont le rôle est d'accompagner les mourantes. Alors quel rôle pourraient avoir les mortes dans notre vie et quel rôle pourrions-nous avoir pour les mortes? Quel rôle peuvent avoir les mortes dans ma vie? Quel rôle je peux avoir pour mes mortes? Il faut se jeter dans la conversation encore et encore et encore. Et donc, c'est la notion même de tradition qui est à faire et à refaire. Donc, comment est-ce qu'on invente une chose qui a déjà été inventée 1000 fois et qui n'a même pas besoin d'être inventée? Et c'est parce qu'elle n'a pas besoin de l'être qu'on peut se payer le luxe de prendre le risque de le faire quand même. Mais t'as l'impression que c'est quelque chose qu'on a oublié en route, de faire exister la mort dans nos vies, ou qu'on a choisi de nier à un endroit et il faudrait y revenir? Sans doute. Et je crois que ça m'intéresse pas trop de penser comme ça, un peu dans ce truc un peu linéaire. C'est comme ça que fonctionne le capitalisme. Il n'y a pas de mystère. Mais, encore une fois, là, il faut trouver l'arme molle pour se dépatouiller de cette question ou de se dépatouiller de cette réponse, puisque, en fait, si on dit juste « oui, on a oublié et il faut à cause du capitalisme, on a changé et donc il faut soit sortir du capitalisme pour pouvoir changer, soit
changer malgré capitaliser. Enfin, je veux dire, c'est des alternatives qui rien ne fonctionne. Enfin, donc ce que je pourrais dire, par exemple, à la place de le penser comme ça, c'est que oui, on a oublié et on va oublier encore. Enfin, c'est qu'on n'arrête pas d'oublier. C'est qu'on oublie comme, tu vois, tous les jours on oublie et donc tous les jours il faut y repenser et ne pas juste se contenter de dire on a oublié, c'est révolu et alors il faut inventer à nouveau une tradition qu'il faudrait retrouver dans le sens d'aller chercher une très vieille chose qu'il faudrait faire revenir avec un peu cette idée d'en retrouver, qu'on a un peu cette notion qu'elle serait inchangée. Alors qu'en fait, peut-être on peut aussi retrouver dans le sens de trouver et trouver et trouver à nouveau et trouver à nouveau et trouver à nouveau. Là, tu m'as un peu répondu sur le fait de penser aux mortes, quoi. Mais est-ce que tu penses que tu m'as répondu sur le rôle que les mortes peuvent avoir dans notre vie et... Penser à partir des rôles plutôt que penser à partir de questions beaucoup plus figeantes comme qu'est-ce que la mort. Ça fabrique de la relationnalité directement. Donc du coup, forcément, si j'ai un rôle au sein de ma communauté de mortes et si je laisse mes mortes prendre un rôle dans ma vie et au sein de ma communauté de vivantes ou de plus que vivantes ou de pas que vivantes, eh ben, je suis en relation. Enfin, on est en relation. Donc, et être en relation, c'est pratiquer l'art des influences. C'est être à l'affût de la manière dont je suis influencé par mes mortes et dont j'influence le devenir de mes mortes quotidiennement. Et dont une autre manière de répondre à ta question, c'est se laisser devenir influencé collectivement par un collectif invisible. C'est aussi une pratique de la révolution, comme on a dit tout à l'heure, ou une pratique de comment est-ce qu'on fait un village. Enfin, donc du coup, bien sûr, bon, dans le village, ce qui est beau, c'est qu'il y a vraiment le cimetière. Et ça, c'est tellement quelque chose de matériellement présent. Je trouve que rien que se promener au cimetière, en fait, c'est déjà... donner un rôle à cet endroit, par exemple. J'adore que tu parles des fantômes comme d'un collectif, d'invisible. Et c'est vrai que quand tu me racontais ça, je le reliais à ce que tu m'as dit au tout début, que vous étiez arrivé dans un village déserté. Du coup, c'est sûr que dans ce genre de village, tu as des endroits avec des volets fermés, des endroits avec des vitrines qui datent des années 60. Donc tu as aussi plus... enfin, en tout cas, moins de facilité à ne pas voir la présence des personnes qui ne sont pas là. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bah ouais. Et c'est une pratique si importante. Enfin, là, au moment où on enregistre, c'est aussi un moment particulier d'hypervisibilisation du génocide et des génocides en cours. Comment est-ce que tout ça, en fait, c'est des pratiques et après on essaye. Alors, ouais, il y a Instagram. Bon, c'est une tentative, quoi, de dire mais on ne peut pas fermer les yeux. Pas sûr que ça soit la meilleure, mais Instagram, ça me fait un peu penser à ce que tu disais tout à l'heure sur utiliser les mots du maître pour essayer de s'échapper de l'emprise du maître. Ouais. C'est un peu le malheur d'Instagram, c'est à la fois l'endroit où notre génération, j'ai envie de dire, enfin se connecte et en tout cas se trouve, et en même temps ça reste coincé dans un modèle qui est pas pensé du tout pour nous, qui est pensé pour vendre des trucs. Ouais. Bah ouais. C'est peut-être la différence qu'on peut faire entre la pratique de donner un rôle aux invisibles et donc de réinventer ce rôle tous les jours et la pratique de visibilisation. Donc Instagram, c'est une chose qui visibilise, qui dénonce, mais aussi bien sûr toujours qui est capturé dans une logique marchande. Et en fait, visibiliser ce qui ne l'est pas, il y a déjà une forme de raté. Puisque c'est l'inverse de donner un rôle aux invisibles, puisque c'est éradiquer l'invisibilité. Et c'est en fait terrifiant, enfin, c'est grave. Oui, c'est dénaturer, enfin, je sais pas si ce mot va être ok du coup, mais c'est transformer les choses, enfin, les sortir de leur état. Oui, et puis il y a un paradoxe, c'est ne pas supporter l'invisibilité, la matérialité de l'invisible. S'il faut visibiliser ce qui ne l'est pas pour pouvoir lui donner un rôle, alors c'est déjà raté. Il y a aussi un parallèle que Lila fait entre l'inscription de notre amour dans un format de couple, comme une stratégie infernale d'échapper au deuil,
Page 64, il y a écrit « Je me demande si cette confusion qu'on appelle le couple et l'incapacité à faire avec nos mortes sont pas les deux faces d'une même pièce. On a tellement peur de deuiller qu'on fait comme si nier qu'on finira bien par le faire pourrait nous sauver temporairement. Quel enfer !» Ça serait quoi une pratique de la romance qui inclurait le deuil ? Oui, déjà, il y a dans le livre la proposition de conjuguer ce mot-là qui n'est pas un verbe en français, deuiller. Deuiller, pour moi, c'est être avec ce qui change, par définition. Tant qu'on n'est pas capable de deuiller, on n'est pas capable de changer. C'est dans ce sens-là qu'il y a cette urgence qui traverse tout le livre de devenir capable de deuiller, puisque oui, si je suis pas capable de deuiller, alors j'ai besoin d'antidotes au changement, tels que l'identité, par exemple. Des choses qui vont... L'identité, c'est une forme de terreur du changement. C'est cette chose de genre, je vais solidifier quelque chose, je vais le cristalliser. Enfin, je me fais croire que je suis en train de rendre possible qu'une chose ne change pas. Et en fait, oui, tant que je suis pas capable de deuiller, je suis pas capable d'être avec ceux qui changent. Bah là, ce que dit Lila par rapport à ça, c'est cette chose que... Mais la romance, c'est déjà une forme d'identification de la relation, donc de cristallisation, une tentative de la figer. Aimer sans figer ce devenir sous forme, par exemple, donc de romance ou de couple, d'une chose qui tout d'un coup a une identité, qu'on peut nommer, qu'on peut pointer du doigt. C'est être avec ce qui change constamment, parce que aimer, c'est une pratique de changement aussi. On peut pas aimer sans deuiller dans ce sens-là, que genre toute relation est par définition vouée à changer. Évidemment, être avec ce qui change, c'est être avec ce qui est en train de disparaître, être avec ce qui est déjà différent ou ce qui est sur le point d'être différent, donc ce qu'on est sur le point de perdre ou ce qu'on perd ou ce qu'on a perdu. Et donc aimer bien, c'est deuiller bien. En même temps, c'est dur hein, de pas avoir coûte que coûte envie de garder quelque chose qui nous plaît tant ou qui nous rend si bien. Enfin, c'est tout un travail, quoi. Ouais. Ben ouais, et du coup, c'est pour ça aussi qu'il y a besoin de réduction des risques, qu'il y a besoin... Enfin, parce qu'en fait, on panique, ouais. Enfin, le plaisir, c'est... Ça, c'est vraiment une pratique de rider sa chimie, quoi. Genre, il y a des mains, enfin, il y a des redescentes, il y a des remontées, il y a des... Et donc, ça, c'est la pratique de la transe, quoi. C'est, OK, comment j'accompagne les moments de redescente, comment j'accompagne les moments de montée, comment je les suscite l'un et l'autre, comment je m'organise pour être soutenu, pour ne pas être seul, et surtout pour ne pas être surprise, ou pour pouvoir me laisser surprendre sans être en danger. Enfin, c'est aussi la différence entre risque et danger.
Vous écoutez Avec la langue, le tour des écritures queer. Et nous sommes avec Léa Rivière, autrice de L'odeur des pierres mouillées. Le son qu'on vient d'écouter, c'est la messe de Notre-Dame, composée par Guillaume de Machaut en 1360 et interprétée par l'ensemble vocal Grain de la Voix en 2016. Quand tu m'as envoyé cette chanson, tu m'as écrit « chef-d'œuvre lesbien ». Est-ce que tu peux me dire pourquoi ? Je peux essayer. Il y a quelque chose justement de... Je pense que c'est des personnes qui héritent. C'est des personnes qui prennent le risque d'hériter. Et qui vraiment le font, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Dans le chant de la musique ancienne, c'est quand même un peu une des rares exceptions, un groupe de gens qui problématisent cette question de comment on hérite d'une musique écrite au XIVe siècle, comment on chante ce machin. Ce qu'on entend, pour moi, c'est des gens qui prennent le risque d'hériter. Et ça, c'est quand même une pratique lesbienne par excellence. Ah oui, pourquoi ? Une pratique trans, j'ai du mal à faire la différence entre toutes ces choses-là. Être trans, particulièrement, c'est vraiment une chose qui n'est pas dissociable de la pratique de deuiller, dans le sens de la pratique d'être avec ceux qui changent. Et donc hériter, par définition, c'est être avec ceux qui changent, dans le sens, c'est faire génération, c'est être avec les générations. Et il y a vraiment cette notion, à un moment, Lila, elle dit, mais qui va les générer, ces générations, si on ne s'en occupe pas ? Et elle parle d'accoucher, de donner naissance aux vieilles avant les bébés, qu'il y a quelque chose à coucher constamment. Tu vas nous lire un deuxième extrait de ton livre, qui est tiré du premier chapitre, Arme molle. Des lesbiennes géologiques. Elles racontent une histoire. Elles se la disent à elles-mêmes, les unes aux autres, calées entre les pierres à l'ombre des arbres. La rivière un peu plus bas, on l'entend vrombir doucement. Des chênes, un frêne, des touffes de noisetiers, plutôt du granit assez clair, mousse, quartz, lichen, coussin, carafe d'eau, la lumière bouge entre les feuilles. Certaines parlent plus souvent ou plus longtemps. Certaines participent en ne disant rien, comme si elles pensaient plus fort ou s'occupaient d'imaginer des détails dans l'espace entre les choses, laissant les autres décrire les formes invisibles déposées là, confiées. C'est difficile de savoir si elles inventent l'histoire au fur et à mesure, comme si c'était un vague souvenir plus ou moins commun évoqué pour la première fois, ou si elles la déplient comme quelque chose qui n'est pas encore arrivé mais qu'elles connaissent déjà. Pragmatiquement, elles racontent l'histoire de la manière exacte, de toutes les manières exactes où ces deux possibilités sont vraies en même temps. Elles disent que les histoires et le monde, c'est la même chose, ou que histoire est synonyme de relation, et que c'est la matière du monde. Elles disent que mourir, c'est faciliter des rencontres. Elles ont des bites, des clits, des poils sur les seins, des seins sous les poils. Elles disent que c'est différent, des histoires différentes. Des seins sans poils, des poils sans seins, des seins coupés, des seins virtuels, des seins disparus, des seins qui affleurent, qui arrivent, qui débordent, qui galèrent, qui sont espérés, qui sont invités, qui sont de passage, des seins qui vont et viennent, des seins dont il n'est pas question. Elles disent qu'elles sont les humaines de leurs chiennes et les vivantes de leurs mortes. Elles se souviennent avoir deviné ou décidé sans trop savoir comment que les traditions sont une forme cruciale de spéculation et que la science-fiction est une puissance d'archive indispensable. Elles ont remplacé collectivement les deadlines par des circles of the dead. Quand c'est le moment, elles forment un cercle et elles invitent leurs mortes pour les histoires. Elles en avaient assez des fins coupantes. Avec le temps, elles se sont aussi laissées remplacer transition par acclimatation. Et les conséquences ont été dramatiques. Drame, ce qui arrive quand on écoute les pierres. Elles disent que les drames de la matière fondent leur politique. Ça les fait rire aux éclats. Certaines appellent ça un dramatérialisme. D'autres se laissent glisser dans l'eau glacée qui bouillonne entre les rochers. Lorsque l'une d'entre elles meurt, ce sont les arbres qui s'occupent de tout, et elles suivent.
le bruit du vent dans les ramures. Elles disent que le genre est relationnel et communautaire, pas individuel ni identitaire. Elles disent que le rôle est à la communauté ce que l'identité est à la suprématie. Son liant, son infrastructure, ce qui la rend possible, ce dont elle a besoin pour être. Elles disent que les suprématies sont toujours des projets et qu'on abandonne efficacement un projet en arrêtant d'investir plus ou moins passivement dans son prolongement et en s'empêchant de nourrir la fiction qui prétend que son éradication laisserait un vide à remplir. Pour ça, elles s'emploient à susciter en elles des sensations de sécurité par corrégulation des systèmes nerveux, entre eux et avec les choses sans nerfs. Elles appellent ça « ecologies of trust ». Elles disent que le trust, choisir de faire confiance, c'est l'inverse de la guerre contre un système. C'est un compost pour ne plus avoir besoin du système qu'on croyait devoir combattre. Elles disent que combattre quelque chose, c'est faire de cette chose un centre. Qu'alors, d'abord, la combattre devient une habitude, puis que cette habitude mute en besoin. Elles disent que si combattre une chose devient un besoin, alors on finit par avoir besoin de cette chose, par en faire pratiquement une raison d'être au monde. Elles refusent de se battre contre ce dont elles veulent se débarrasser. À la place, elles fabriquent des armes molles et elles baisent avec les rochers. Merci beaucoup. Alors, des lesbiennes géologiques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment est-ce qu'elles sont apparues, ces lesbiennes géologiques? Et d'où elles viennent? Et qui elles sont? C'était vraiment une pratique d'hériter, d'écrire ce texte, d'hériter des guerrières de Monique Wittig. Donc Monique Wittig est une lesbienne géologique? Clairement. Et Okay. Audre Lorde. Est-ce que c'est des lesbiennes qui se sont comme minéralisées? C'est une chose que j'ai envie de pas définir, en fait. L'expression se protège elle-même. C'est ça que j'aime bien. Enfin, tout le texte de Arme molle, c'est une manière de définir ce que c'est qu'une arme molle tout en l'appliquant. Ouais, être une lesbienne géologique, c'est être une personne qui baise avec les rochers, dans tous les sens du terme. Ok. C'est important pour comprendre tout ça de le laisser résonner, pas comme des métaphores, mais comme de la vérité qu'on est en train de cofabriquer. Comment est-ce que tu as rencontré les savoirs des rivières? J'ai pas rencontré les savoirs des rivières, j'ai appris des rivières. Il y a un monde entre les deux. C'est ça, je pense vraiment fortement que m'ont appris certaines rivières, c'est que j'allais rien apprendre si je cofabriquais pas ce que j'étais en train d'apprendre avec ceux qui m'apprennent. Ok. Et je pense que les rivières sont extrêmement douées pour ça. Du coup, pour être au contact et en cofabrication de ces savoirs, il faut vraiment y aller, quoi. Aller dans les rivières, aller dans les forêts, aller écouter et toucher et se laisser toucher par ces choses-là. Ouais, et se laisser changer. Le savoir, c'est le fait d'avoir changé ensemble, quoi. On arrive à la fin. J'avais envie de terminer cet épisode par une nouvelle citation. Le devenir forêt du monde, c'est un peu plus qu'un amoncellement de biomasse capable de faire respirer une bande d'hétérotrophes en mal d'amour. Peut-être ça implique aussi de sentir avec, par les racines. C'est le moment pour moi de te remercier, Léa. Merci de m'avoir accueillie dans ton village. Merci à toi d'être venue jusque-là. Merci pour ta confiance et pour l'odeur des pierres mouillées. Merci aux éditions du commun de sortir des livres si précieux. Merci à toute l'équipe de Gouinement Lundi qui assure la production et la diffusion de cette émission. Merci à nos auditrices. N'hésitez pas à poursuivre la discussion avec nous sur les réseaux. Dans le prochain épisode, avec la langue, je recevrai Phoebe Hadjimarkos-Clarke pour son nouveau roman Alien. Après la sauvagerie chaotique de Tabor, elle poursuit son travail au bord de l'horreur dans un roman sur le cachet, la vie animale et l'instinct de peur. Ça sera le mois prochain. En attendant, restez bien à l'écoute. Avec la langue, ce n'est pas terminé. On retrouve tout de suite Eva de la librairie Les mots à la bouche qui nous a sélectionné des lectures dans le thème
Alors là, j'ai pas trouvé quel thème j'allais faire exactement. J'hésitais entre, ok, village, deuil et savoir géologique, mais ou alors juste deuiller et bam. Ou alors deuiller dans une perspective écoféministe. Ah, non, not this one. Je pense que je vais juste dire qu'il nous a sélectionné des lectures. Dans la bouche des enfers, les forces de l'ombre veulent gouverner la terre. Consultons la libraire, les livres des monstres nous guident vers la lumière. Bonjour. Comment tu vas, Eva? Ça va, j'ai plus de voix parce que j'ai eu la grippe. Nice. Et sur ton t-shirt, il y a écrit C'est lequel celui-là? Dismantle. Dismantle Colonial Borders. Colonial Borders. C'est un t-shirt d'un groupe de métal qui s'appelle Divide and Dissolve. Vas-y. Alors Eva, est-ce que tu es prête pour la 3e consultation de la libraire? Je suis prête. La thématique, tu m'as dit, c'était deuiller. Ouais. Le premier dont on va parler, c'est La nuit t'arrache à moi de Nanténé Traoré chez Gorge Bleue. C'est un poème. C'est un très beau livre. J'ai pas envie d'en dire trop parce que moi j'ai eu la chance de l'aborder en sachant rien. Et il m'a bouleversée. Je l'ai lu d'une traite au petit déjeuner et après j'ai chialé pendant 10 minutes. Oh waouh. Et c'est très très beau, c'est déchirant, c'est très juste et c'est à lire sans en savoir trop. Ok. Pour justement, je crois, se laisser surprendre. D'accord. Voilà. Et donc on pleure pendant 10 minutes. Non, moi j'ai pleuré pendant 10 minutes. Après, ça peut être 5, ça peut être 20, je ne sais pas. Ok. Mais est-ce que ça plombe? Non, pas du Ok. tout, ça m'a pas plombé. Là, l'idée, justement, dans le choix, ça a été de prendre des choses qui plombaient pas. Ok. Des choses où les fins ne sont pas noires, mais lumineuses. Ok. Voilà. Trop bien. Le deuxième, c'est un petit roman qui s'appelle Les Abysses, d'une auteurice qui s'appelle River Solomon. C'est une auteurice de nationalité américaine, qui est une personne non-binaire, qui avait fait un premier roman qui s'appelle L'incivilité des fantômes, que j'aurais pu choisir par ailleurs, maintenant que j'y pense. Mais Les Abysses, c'est une œuvre aussi collective, puisqu'elle est liée à une mythologie inventée par un groupe qui s'appelle Drexia. Et Les Abysses est écrit aussi avec un groupe qui s'appelle Clipping. Donc ils ont fait un travail tous ensemble. Ça, c'est des groupes d'auteuristes? Des groupes de musique. Ok. Ouais. Et la mythologie, c'est à l'époque du commerce triangulaire, quand on jetait donc les femmes noires par-dessus bord et qu'elles étaient enceintes. Certaines ont eu leur enfant et c'est devenu des sortes de sirènes qui vivent en portant la mémoire du commerce triangulaire et de l'esclavage. Et on va rencontrer une des personnes, Yetu, une de ces sirènes, qui a pour lourde tâche d'être la personne qui porte cette mémoire. Ok. La mémoire collective du deuil. Et c'est une forme de transe qui arrive à point régulier. Dans cette transe, un jour, Yetu va trouver que c'est trop et partir. Ok. Voilà. Et c'est la question de la mémoire collective, de la traite transatlantique, mais aussi, je pense que ça peut marcher à toute personne qui a la connaissance d'un génocide. Et est-ce que ça se passe majoritairement sous l'eau, du coup? Ça se passe sous l'eau, sur des îles, au bord de plage. Il y a une petite histoire de rencontre. Je n'en dirai pas plus. Il y a du love? Il y a du love. Et c'est vraiment peut-être à lire en écoutant les deux groupes qui ont fait la musique. Donc les premiers qui sont Drexia.
Et puis les seconds qui sont contemporains, qui sont clipping. So deep, so deep. Oil slick up on the sleeper was an awful thing to realize. If the two legs wanna wake the dead, they gon' have to bring more fire. Y'all is closer to the earth, so deep. And y'all was talking how to get up in their heads and got to being real inspired. Circumstances of the birth has got y'all feeling like an army. Better yet a navy, and they gone gave y'all the blessing. Now y'all going crazy. They live with green up on the surface, but they ain't deep. That pistol shrimp and knock a two leg off his feet. Hop, et le dernier. Ouais. Donc ça, c'est un livre d'une autrice française qui s'appelle Lune Villemain, qui vient de paraître aux éditions La Contre-Allée. Ça se passe au Canada, dans les forêts de l'Ontario. On va suivre une jeune femme qui a été prise en stop par un pick-up. Et le pick-up est appelé pour aller sauver une élan en l'occurrence, qui est tombée dans un lac. Elle va donc se retrouver dans un refuge qui accueille des animaux pendant l'hiver, qui est tenu par une femme un peu énigmatique. Okay. Elle, dans ce refuge, elle arrive notamment avec les cendres d'un homme, Franck, qui était un peu comme une personne de sa famille. Et elle essaye de traverser le pays pour aller répandre ses cendres dans l'océan. Ok. Et c'est très très beau, il y a une écriture de la nature incroyable. Et on est dans ce moment de l'hiver où il y a la neige, le gel et les torrents qui ne bougent plus mais qui tuent les animaux qui osent les traverser. Ah. Ok. Et il y a du love aussi? Et il y a du love aussi. Toujours. Cool. Avec cette femme mystérieuse ou pas? Ben oui. Tout à fait. Ok, trop bien. Voilà, et c'est très très beau et moi ça m'a beaucoup émue. Est-ce que tu peux redire tous les ouvrages? Le premier dont on a parlé, c'était La Nuit t'arrache à moi de Nanténé Traoré. Le deuxième, c'était Les Abysses de River Solomon, traduit par Francis Guévremont. Et le troisième, c'est Border la bête de Lune Villemain. Merci beaucoup, Eva. Avec plaisir. On se voit le mois prochain. On se voit le mois prochain. Dans la bouche des enfers, les forces de l'ombre veulent gouverner la terre. Consultons la libraire, les livres des monstres nous guident vers la lumière. Personne ne veut jamais de mon épidémie de suicide au Groenland. On se demande pourquoi.